le 20h30 sur la CRTV. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de l'actualité ce jeudi. Afrique centrale, vitesse de la locomotive vers la relance. Paul Biya appelle ses homologues à la transformation des économies. Boulevard tracé à l'issue d'un sommet extraordinaire de la CEMAC, piloté de haute main hier par le chef de l'État. Bilan du conclave avec Yves Magmedzo, dès l'abord du 20h30. Kribi, la plage romantique sous un ciel étoilé. Appel des sirènes du Grand Batanga pour une nuit au bord de l'océan. Invitation au voyage dans notre série Cameroun, mon beau pays, à suivre dans quelques instants. Et puis Cannes 2021, voir Bafoussam et s'émouvoir. Fascination des pays du groupe B logés dans cette ville à la vue des infrastructures sportives et hôtelières. Réaction au terme d'une visite de reconnaissance dans cette édition. Voilà pour les titres. Un geste barrière, un message du président de la République et je vous raconte toutes ces nouvelles dans le détail. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La CEMAC nouvelle est en marche. Ses contours ont été définis au cours d'un sommet extraordinaire conduit en visioconférence par le chef de l'État, président en exercice de la communauté. Pour l'essentiel, il s'agit de prendre des mesures rigoureuses contre le coronavirus et surtout d'optimiser l'interaction entre les 6 États de la sous-région. Yves Magmedzo. À ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, le Cameroun aura attaché la plus grande importance. La preuve, plusieurs semaines auparavant, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a dépêché dans les différentes capitales de la sous-région des émissaires, dont certains sont ici en image, pour convier ses pairs à y prendre part et arrêter les modalités de sa bonne organisation. Par les sujets inscrits à son agenda, le sommet de Yaoundé était particulièrement attendu. Très attendu était aussi l'acuité du regard du président camerounais, président en exercice de la CEMAC, sur les différentes questions soumises à l'examen du sommet. Après en avoir défini les contours dans son discours d'ouverture, véritable boussole, le chef de l'État va pendant près de 3 heures présider les travaux en veillant pour chaque problématique soulevée, d'y apporter la lucidité de son regard et toute la force de son expérience. Et même si les 24 décisions, résolutions, encouragements, exhortations et recommandations prises sont le fruit d'une réflexion collective, il serait difficile de ne pas y voir d'abord la touche personnelle du président Biya. La recette proposée par Yaoundé 2021 devrait en tout cas faire passer progressivement les voyants socio-économiques de la sous-région de l'orange au vert. Et pour cela, il faudra diversifier les économies, consolider les finances publiques, mobiliser davantage l'épargne locale pour l'affecter au financement des économies. Il faudra aussi faire du plan de relance communautaire une cause commune, renforcer les campagnes de vaccination contre le Covid-19, mais aussi et surtout avoir à cœur l'esprit de solidarité. Ce n'est qu'ainsi que la CEMAC pourra sortir véritablement de la zone de turbulence. Je vous propose à présent une attitude du chef de l'État au cours du sommet extraordinaire tenu hier. Paul Biya, le président en exercice de la CEMAC, indique la voie à suivre pour rendre les économies de la sous-région plus résilientes et plus compétitives. Extrait sélectionné par Yves Magmedzo. Messieurs les présidents et chers frères, monsieur le Premier ministre du Congo, distingués invités, mesdames, messieurs, le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus incertain. De nouvelles sources de vulnérabilité ou de fragilité apparaissent à un rythme élevé. En témoignent les perturbations liées au changement climatique, l'apparition de formes diverses de conflictualité et la crise sanitaire actuelle. Pour y répondre, notre communauté devra puiser dans son expérience des crises antérieures
notamment la crise de 2016, et élaborer de nouveaux plans de riposte. Comme je l'ai dit précédemment, la solidarité constitue notre atout majeur. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 en particulier, nous devons consolider les acquis déjà engrangés et renforcer la mobilisation en faveur des campagnes de vaccination en cours dans nos pays. C'est dans cet esprit que la relance post-Covid-19 conduira à la transformation structurelle de nos économies. Une relance que nous voulons à la fois verte, diversifiée, inclusive et plus résiliente. En d'autres termes, il nous faudra reconstruire en mieux pour le bien de nos concitoyens d'aujourd'hui et de demain. Cela, je pense, est à notre portée. L'intégration sous-régionale va s'accélérer avec l'achèvement annoncé pour la fin de cette année de la transfrontalière San-Mélima-Wesso. Assurance du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Messi qui revient d'une visite de chantier dans la région du Sud. Rodrigue Bertrand-Toueno. Les contraintes liées à la libération des emprises et aux indemnisations ayant été levées, il ne reste plus que moins de 2 km à bitumer sur les lots San-Mélima, Bikula et Bikula-Djoum. Nous sommes à peu près à 94% d'exécution. Les délais qui nous ont été accordés échouent le 31 décembre 2021. Ces lots rejoindront alors les 3 autres, Djoum Mintom, Mintom Lele et Lele Tambalam, déjà bitumés au grand bonheur des transporteurs. Le sort de Douala pour le Congo, Brazzaville. Depuis 2010 que j'ai fait ces routes, dont le goudron est venu me trouver. Non, à l'époque, c'était tout un calvaire. Parce qu'il y avait un moment où rien que de Mintom, Pontam, on faisait les 10 jours, 11 jours. C'est devenu, disons, prendre 4 heures de temps Bintoum. Je sors de l'extrême nord avec les moutons. Oui. Ouais, ici, pas déposer ça à Brazzaville, oui. Au Congo. Oui. Avant, je faisais 10 jours, même 2 semaines. Comme c'était le sol là. On faisait 10 jours avec le pluie là, ça n'allait même pas. Parfois, on restait sur place 5 jours. Mais maintenant, ça passe quand même, il n'y a pas de problème. Avec l'achèvement attendu en fin d'année des travaux de construction de la transfrontalière San-Mélima-Wesso, l'intégration sous-régionale recevra un grand coup d'accélérateur. L'intégration qui concerne également l'enseignement et la tradition a une fois encore été respectée au ministère de l'Éducation de base. À quelques semaines de la reprise des classes, les responsables des services centraux et déconcentrés se sont retrouvés ce jeudi à Yaoundé. Le cap a été fixé pour la nouvelle année 2021-2022 par le ministre Laurent-Serge Etundingwa. Compte rendu, Laetitia Onana. Le ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent-Serge Etundingwa, a tout de suite donné le temps des travaux dans son discours d'ouverture. L'année scolaire 2021-2022 va se dérouler sous le signe de la modernisation et de la résilience du système éducatif. Les méthodes d'enseignement à distance, par visioconférence ou encore le système de mi-temps en vigueur avec la pandémie à Covid-19 vont donc être maintenus. Il s'agit de consolider ces nouvelles méthodes d'enseignement puisque nous étions en train de moderniser également sur le plan pédagogique et sur le plan infrastructurel nos écoles. Nous n'allons pas arrêter, nous allons continuer. D'autres stratégies pédagogiques pour une éducation de qualité et des apprentissages autonomes pourraient être proposées par les participants venus des 10 régions du pays. Les travaux en plénière et au sein des ateliers doivent livrer leur copie le plus tôt possible, car la rentrée des classes dans le sous-secteur éducation de base, c'est demain. Et on ne sort pas de ce sous-secteur. La prochaine rentrée scolaire est envisagée avec un défi principal pour les écoles maternelles et primaires du secteur privé, l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le ministre de l'Éducation de base a présidé la 16e session de la Commission nationale de l'enseignement privé de base. Un meilleur traitement des enseignants est en vue. Daniel Menanga. La
La cartographie de l'enseignement privé de base affiche près de 17 000 écoles au Cameroun. Cependant, seules 2500 et quelques d'entre elles bénéficient de la subvention de l'État. Et cela affecte la qualité de l'éducation au primaire et à la maternelle du privé. Les écoles catholiques sont dans la plupart logées dans les zones où on ne trouve même pas des écoles publiques. Arriver à faire des contrats avec ces écoles, d'autre part, ça pourrait apporter un grand soutien, surtout pour ces écoles où on ne peut pas payer plus de 4 à 5 mois de salaire. La solution passe par le respect de la loi du 22 juillet 2004 qui fixe les règles organisant et régissant le fonctionnement de l'enseignement privé chez les plus jeunes au Cameroun. Tous ces établissements devraient avoir avec l'État un contrat qui permet au gouvernement de pouvoir les soutenir financièrement. La réflexion que nous posons veut que nous voyons les conditions qu'il faut réunir. Après 2 semaines de l'ouverture de l'année scolaire 2021-2022, le ministère de l'Éducation de base, les syndicats et les fondateurs d'écoles privées revoient leurs copies, comptant pour le 16e examen de la Commission nationale de l'enseignement privé de base. Pour la deuxième année consécutive, la Journée mondiale de l'action humanitaire se célèbre dans un contexte infecté par le coronavirus. Les humanitaires se déploient difficilement dans ces conditions, davantage encore au Cameroun où certaines régions traversent des crises sécuritaires. Oswald Modong. Leur activité est essentiellement tributaire des actions sur le terrain et depuis quelques années maintenant, les organismes d'aide humanitaire sont confrontés aux contraintes qu'imposent la crise sanitaire et les crises sociopolitiques. On a développé cette forme alternative d'éducation à travers la conception et l'élaboration d'une plateforme d'éducation à distance qui permet aux enfants d'accéder à la plateforme suivant un code et d'accéder à toutes les leçons. Beaucoup ont dû s'adapter et revoir leur stratégie. C'est dans ce sens que la radio a utilisé et qu'elle a été valorisée dans toutes les crises que nous avons pu gérer jusqu'ici au Cameroun, la crise Covid par exemple, pour pouvoir donner aux populations des zones reculées l'information et la bonne information à temps réel. Nous avons quand même prévu pour les enfants des zones vulnérables, notamment les zones rurales, des supports d'éducation qui seront distribués d'ici la rentrée à ces enfants. Nous avons renforcé les capacités du personnel enseignant en appui psychosocial. Parce que la crise sanitaire ou sociopolitique n'empêche pas le besoin humanitaire, il faut bien poursuivre l'œuvre. En apportant une solution aux questions humanitaires qu'on souhaite ponctuelles, il faut pouvoir établir les bases solides, n'est-ce pas, de la réponse aux questions de développement. Et le défi pour tout organisme humanitaire en période de crise, c'est aussi d'exister, et ce, à travers ses actions. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est tenu ce 19 août par visioconférence, des assises présidées par le ministre camerounais des Relations extérieures, le jeune Béla Mbela. Les temps forts de cette rencontre, Mohamed Nana. Frontalière, un enjeu crucial pour la paix en Afrique. Le tracé incertain des frontières est très souvent source de conflits. L'histoire récente n'est pas avare de différends territoriaux. Conscient, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a inscrit la question au rang des priorités de son action, volonté réaffirmée au cours des travaux de la 1024e session. Les assises présidées par le ministre des Relations extérieures, son Excellence Mbela Mbela, ont fait entendre la voix du Cameroun qui appelle au développement des zones frontalières. La coopération décentralisée joue un rôle de plus en plus important dans le développement des zones frontalières et contribue par ce fait même à l'intégration africaine. Aussi, le Cameroun suggère-t-il que le rapport d'État fasse également place à cette convention et exhorte les États qui n'en sont pas encore partis à la signer, la ratifier et la mettre en œuvre. 3 heures d'échange pour poser un diagnostic sans complaisance et dessiner la carte des solutions pour que l'Afrique fasse de ses frontières non pas des obstacles, mais des leviers de l'intégration continentale. Dans notre série consacrée aux ex-combattants de Boko Haram, ce constat, les redditions se multiplient dans l'extrême nord. Dans ce contexte, acteurs politiques, opérateurs économiques et organisations de la société civile sont mobilisés pour offrir aux convertis un cadre d'épanouissement. Abdoulaziz Amadou.
De fil en aiguille, la jeune Djenabou tricote une nouvelle page de sa vie plus reluisante. Au centre de transit de mairie, l'ONG Aldepa, partenaire technique du comité national, propose diverses formations aux ex-combattants et associés de Boko Haram. Permettre aux adolescents d'avoir accès aux outils de loisirs, comme le matériel pour le sport, des jeux divers comme des baby-foot. Nous avons des formateurs qui les forment par exemple à la mécanique moto, menuiserie, sur l'éducation civique. L'avenir de ces repentis préoccupe aussi le Conseil régional de l'extrême nord. Dans sa feuille de route, le bureau exécutif accorde une place de choix à la jeunesse. On a des projets, on va travailler ensemble pour aider ces jeunes et pour les intégrer dans la société. Cette réintégration se fera aussi avec les agences du système des Nations Unies, dont l'Organisation internationale pour les migrations OIM, qui accompagne depuis 2017 le centre régional DDR dans l'encadrement des désengagés dans l'extrême nord du Cameroun. Partons à l'hôpital dans le jeudi des régions et pas forcément pour une consultation. Petit tour à l'unité de néonatologie de l'hôpital régional de Boya. Vous verrez comment le personnel soignant trouve des substituts alimentaires au lait maternel, souvent en rupture de stock. Elisabeth Nathalie Song. L'unité de néonatologie de l'hôpital régional de Boya a vu le jour au mois d'avril en 2020. Celle-ci prend en charge les bébés nés avant terme dans la ville de Boya et même aux environs. C'est l'unité qui prend en charge les nouveaux-nés prématurés, donc ceux qui naissent avant 37 semaines, ou alors ceux qui sont nés avec un petit poids de naissance, donc ceux qui sont nés avec un poids inférieur à 2,5 kg. Cette unité, qui se veut d'apporter une solution au taux de mortalité néonatale précoce, est un don de la Fondation Kangourou Cameroun avec le soutien du Grand Défi Canada, des Nutrition International, du gouvernement camerounais et de la Banque mondiale. Celle-ci entend étendre la phase expérimentale sur 2 ans de la méthode Kangourou à Boya. Avec la situation sécuritaire qui prévaut, l'incidence de prématurés a considérablement augmenté. En ce sens que les bébés nés prématurés sont issus pour la plupart des mamans adolescentes et sans revenus. La prise en charge s'améliore dans cette unité de néonatologie de l'hôpital régional de Boya, comme vous allez le voir, grâce à l'expérimentation de la méthode de soins de la mère kangourou. Une bonne nouvelle au regard du nombre d'enfants prématurés et de faible poids résultant des grossesses précoces et du manque de soins avant l'accouchement. Elisabeth Nathalie Song, encore une fois. Déjà, 223 bébés prématurés ou nés avec des complications de santé à Boya et même ailleurs ont bénéficié des soins à l'unité néonatologie de l'hôpital régional de Boya. Pour les responsables de cette unité, ces chiffres vont à la vitesse exponentielle. C'est un véritable problème parce que là, actuellement, nous sommes au mois d'août. Dans le service de néonatologie de janvier 2021 à août 2021, on a enregistré à peu près déjà 223 prématurés, alors que la même époque, l'année passée, on était à moins de la moitié. Donc c'est pour dire que c'est un problème de plus en plus sérieux et d'où la bienvenue de cette unité parce que les prématurés et les petits poids nécessitent un service un peu plus particulier que les nouveaux-nés à terme. Bien que l'hôpital régional de Boya connaisse des problèmes avec sa banque de lait maternel, l'unité a mis sur pied des moyens palliatifs. Notre hôpital était équipé il y a une décennie déjà d'une banque de lait maternel, mais l'acceptabilité culturelle a fait mourir ce projet de sa propre mort. Les gens n'ont pas adhéré, donc ce qui fait que pour les bébés qui n'ont pas leur mère à portée de main, on est obligé d'utiliser les substituts de lait maternel. L'unité de néonatologie de l'hôpital de Boya est venue redonner du sourire à ces mamans inquiètes du fait du poids de naissance de leurs enfants. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent.
Prenons des nouvelles de la riposte gouvernementale anti-Covid-19. Le variant Delta, attention, est 60 fois plus virulent que les autres. Il entraîne aussi un plus grand nombre de cas sévères. Voilà quelques essentiels sur cette occurrence. Plus d'éclairage avec le docteur Joseph Fokam. Joseph Fokam, donc, le virologue, et Évariste Yenga sont au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. À vous donc, mon cher Évariste, bonsoir. Bonsoir Romuald. Il s'agit de relever la différence entre plusieurs types de variants, alors que celui de Delta est déjà annoncé au Cameroun. Y a-t-il une différence en termes de manifestations, en termes de symptômes, d'avec les variants précédents? Le docteur Joseph Fokam est notre invité ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Je rappelle que vous êtes virologue. Quelle est la différence entre le variant Delta et les variants précédents qu'on a connus au Cameroun? Évariste, au Cameroun, nous avons vu jusqu'ici 3 variants préoccupants, parmi lesquels le variant Alpha qui est britannique, le variant Beta qui est sud-africain et tout récemment le variant Delta qui est d'origine indienne. Et donc parmi tous ces variants, nous avons déjà quelques évidences qui démontrent que le variant Delta est le plus préoccupant pour 2 raisons majeures. Le variant Delta, déjà en termes de transmissibilité, a environ 60% plus de pouvoir de contagiosité que le variant Alpha, qui est de type britannique. Et déjà, il faut le dire que le variant Alpha lui-même avait déjà près de 50% plus de transmission par rapport à la souche d'origine du coronavirus venu de la Chine. Donc le variant Delta, comparé aux autres variants, 1, il est plus transmissible, de 2 aussi, parce qu'il est plus transmissible, il entraîne aussi plus de cas sévères et par conséquent aussi le taux de mortalité est plus élevé. Actuellement, on devrait voir en contexte camerounais, est-ce qu'on observe aussi des évidences similaires? Le temps nous le dira. C'est bien noté, docteur Joseph Fokam. Il faut attendre voir les développements éventuels dans notre société. Entre-temps, le système de surveillance permet d'amortir quand même la virulence de ce variant Delta. C'est à partir des frontières et puis à l'intérieur. N'oubliez pas les mesures barrières. Évidemment, mon cher Évariste, merci. Pour la suite, l'aventure nous appelle, direction Grand Batanga, dans la périphérie de Kribi, région du Sud. À la tombée de la nuit, vous allez voir la fascination des plages au coin du feu, le tout tapissé de musique locale qu'adorent les peuples de la côte atlantique. Embarquement dans ce reportage de Charles Abosolo au bas. Sur une plage de Grand Batanga, le soleil disparaît derrière les vagues. La nuit reprend ses droits sur la façade maritime. Au coin du feu, une autre mélodie s'ajoute au son des vagues. Des sonorités locales pour une soirée unique sur la côte atlantique. C'est pour baisser les températures de la vague. C'est pour amener les méduses très loin. Mais c'est pour faire venir les sirènes. Parce que chez nous, on adopte les sirènes. Et nous sommes mariés avec les sirènes de l'eau, qu'on appelle le Mami Wata. C'est pour ça que tu vois, on ne peut pas chanter avec les tennis ou avec les babouches. Tout le monde doit être pieds nus et torse nu. La sueur doit couler, ça part dans le même sable. Les saveurs du terroir sont également au rendez-vous. Crevettes, bas frais et gambas sont quelques spécialités du patrimoine culinaire batanga à découvrir sur place. Nous faisons du poisson braisé, nous faisons des crevettes à la crébienne, nous faisons des gambas, nous faisons des langoustes. Les visiteurs sont sous le charme. En témoignent ces pas de danse. Difficile de résister à ces sonorités du sud profond, distillées sous le vent de la mer. Mais c'est la première fois que j'assiste à un feu de plage comme ça avec les musiciens qui nous animent et tout. C'est très agréable. C'est une belle soirée que nous passons entre amis. Et vraiment, c'est quelque chose que je conseille à tous les touristes, que ce soit du Cameroun ou d'ailleurs. Vraiment, venez-y, faites un tour, c'est vraiment magnifique. Les heures passent, la nuit s'efface, l'ambiance reste la même. Et bientôt l'aube, ici, dormir à la belle étoile prend un tout autre sens.
Bonne nuit de toutes les manières, Charles Abesoloba. Dans la suite du journal, le Sud-Ouest, avec donc les entreprises qui résistent à la crise sociopolitique, mais aussi à la pandémie. Le cas de la Cameroon Development Corporation qui poursuit sereinement son activité. Le conseil d'administration de la structure s'en félicite et salue l'accompagnement de l'État. L'instance s'est réunie hier à Limbe. Stéphane Tala. C'est la toute première session conduite par Hope Sona Ebaye depuis sa nomination à la tête du conseil d'administration de la Cameroon Development Corporation en mai dernier. Les travaux d'un jour ont permis de passer en revue les comptes et de faire le point de la situation dans les plantations et sur le plan administratif. Sur tous les points, l'année était difficile compte tenu de tout ce qui se passe au niveau sociopolitique. Et nous n'avons pas pu exploiter beaucoup de nos plantations. Il y a des plantations qu'on n'a pas pu aller récolter ou bien saigner, c'est-à-dire de l'EVA. Le Conseil a salué les mesures prises pour maintenir les portes de la CDC ouvertes en dépit de la crise sécuritaire. Nous remercions l'État pour tout ce que nous avons eu. Mais nous continuons à demander à l'État de tenir la CDC dans son portefeuille et de nous apporter un peu plus pour qu'on puisse traverser cette période assez difficile. La Cameroon Development Corporation s'accorde avec ses partenaires pour améliorer la filière banane. Cette initiative salvatrice pour les employés et bien d'autres ont été expliquées par le directeur général Franklin Goninje aux membres du conseil. Le top management de la CDC se dit optimiste, surtout avec la situation sécuritaire qui se normalise progressivement. C'est la haute saison politique au RDPC en ce moment avec le renouvellement des bureaux des organes de base. Les opérations ont été lancées en Gomzap cette semaine par Cécile Mbala. C'est la présidente de la commission électorale de la section Nyon-Esso-Ouest. Étienne Pascal Azegue. Les militants de la section RDPC du Nyon-Esso-Ouest s'engagent au choix des meilleurs et plus représentatifs camarades dans les 25 sous-sections, 99 comités de base et 199 cellules. Ces choix passent notamment par le respect des textes de base au cours des opérations de renouvellement des bureaux et organisations spécialisées. Nous allons nous en tenir aux textes qui ont été produits et le message que nous avons aussi, n'est-ce pas, voulu donner aux populations, c'est qu'il faut un certain nombre de principes. C'est le fair play, c'est la transparence, n'est-ce pas, c'est la non-discrimination, l'inclusion, comme l'a prescrit le président national. Cet appel à des joutes électorales saines est réitéré dans le message de Grégoire Oona, élite locale, lu par son représentant. Les fonds levés, séances tenantes vont assurer le bon déroulement du scrutin qui va aboutir à de nouveaux responsables au soir du 30 septembre prochain dans la section Nyon-Esso-Ouest. Cap sur Maga, dans l'extrême nord, pour une actualité similaire, la section RDPC Mayo d'Anaï Nord affiche un consensus autour des futurs dirigeants du RDPC. Les opérations électorales sont désormais lancées de ce côté. Confirmation avec Lionel Mingué. L'occasion est donnée aux militantes et militants de la section RDPC Mayo d'Anaï Nord qui ont l'ambition de renforcer l'implantation de leur parti au thème de ces opérations de renouvellement des bureaux des organes de base. Et seul le respect strict de la circulaire du président national relative à ces élections pourra garantir ce succès, dira Ousmanou Oumara, le président de la commission électorale de section à ses camarades du parti réunis à Maga. La discipline reste le maître mot, car on ne peut rien faire dans le désordre. Nous sommes heureux de savoir qu'à Maga, il y a une grande sérénité qui est revenue et la preuve aux dernières élections municipales et législatives et même régionales, le RDPC a raflé la totalité des sièges en compétition. Dans le même sillage, toutes les explications nécessaires pour la bonne compréhension des textes du parti ont été données aux militants. Reste à présent l'implémentation de cette démarche méthodique sur le terrain. La CAN dans la page des sports, les pays logés dans le groupe B à Bafoussam sont tout simplement émerveillés par les infrastructures qui vont les recevoir. Sénégalais, Zimbabwéens, Malawites, mais également Guinéens ont effectué une visite de reconnaissance des sites de l'Ouest ce jour. Wilfried Koto.
La délégation a passé au peigne fin le stade omnisport de Bafoussam dans ses coins et recoins, des motifs de satisfaction. Pour le footballeur, c'est de trouver en fait une belle pelouse. Et je pense que celle-là, elle est vraiment belle. Je pense qu'on n'a absolument rien à dire. Le reste également aussi, nous avons visité les vestiaires et également aussi, il y a toutes les commodités en tout cas pour faire un bon tournoi. C'est un beau stade, c'est une belle pelouse et en même temps un bon public, donc je pense qu'il y aura une belle compétition. Tout aussi émerveillé lors de la reconnaissance des hôtels. La vallée de Bana, site d'hébergement du Zimbabwe et du Malawi. Le Tajidor Garden Hotel, point de chute du Sénégal et de la Guinée. C'est l'un des meilleurs cadres de toute, si vous voulez, la compétition, parce que quand je regarde la verdure, je regarde l'environnement, c'est vraiment un très très beau site touristique. Je pense que les joueurs seront dans des meilleures conditions. On ne pensait pas trouver des investissements à ce niveau, comme il faut le dire. Toutes les installations sont très bonnes, pour ne pas dire parfaites. Sénégalais, Malawi, Zimbabwéens et Guinéens vont séjourner dans la région de l'Ouest à minima durant 11 jours, le temps du déroulement de la phase de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc le Cameroun, très beau de près comme de loin. Faisons à présent le débriefing d'après-match. La cérémonie du tirage au sort de la CAN a connu une mobilisation des équipes de la CRTV pour la production du signal international. Lors d'une réunion d'évaluation tenue ce jour même à la Maison de la Radio, le directeur général adjoint Emmanuel Wongibé a félicité l'ensemble de la délégation et l'a appelé à plus de performances durant la compétition. Robert Badjek. Le défi était colossal et la CRTV y a répondu avec brio. À travers ses antennes, le monde entier a été émerveillé par les couleurs, la chaleur, la beauté et la compétitivité du Cameroun, mais aussi de son média de service public. En bon leader, le top management représenté par le directeur général adjoint de l'office, Emmanuel Wongibé, a congratulé toute la batterie de professionnels qui ont œuvré et approuvé à ceux qui en doutaient encore que la CRTV, le Cameroun a les épaules pour organiser et assurer la production et la retransmission d'une compétition d'envergure comme la Coupe d'Afrique des Nations. La réunion d'évaluation tenue ce jour a été le lieu pour le coach principal ainsi que ses collaborateurs d'insister sur la rigueur, la discipline afin d'éviter des passes à l'adversaire et donc concrétiser l'occasion en or qui lui est offerte en tant que tout premier média local, producteur du signal international d'une CAN. Même sentiment de satisfaction au terme d'une autre réunion, celle-là ayant pour but d'évaluer et de présenter les résultats d'une étude menée sur la prestation des duos de commentateurs de match lors du dernier championnat d'Afrique des Nations. L'objectif, une fois de plus pour le top management, était qu'au moment où nous faisons un effort pour que la qualité de l'image, la qualité du son soit dans les standards internationaux aujourd'hui, que également les commentaires ne soient pas à la traîne. À moins de 6 mois de l'échéance, la CRTV fourbit ses armes pour faire vibrer d'émotion ses publics dès le coup d'envoi de la CAN, le 9 janvier prochain. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.